Les inspections en aéronautique. Alors, voyons ce que l'on entend par l'inspection en aéronautique. Essentiellement, cela consiste à examiner de manière très minutieuse les différents éléments qui composent un aéronef. L'objectif principal est de garantir plusieurs points cruciaux. La sécurité, bien sûr, mais aussi la navigabilité de l'appareil et sa conformité avec la réglementation en vigueur. Il est également important de noter que cette inspection fait partie intégrante de la maintenance, que ce soit la maintenance préventive ou la maintenance corrective. Classification des inspections. En d'autres termes, nous allons aborder la manière dont les inspections sont triées et organisées en différentes catégories. Les visites ou inspections d'aéronefs complets. Qu'est-ce que c'est exactement? Eh bien, ce sont des inspections qui font partie intégrante du programme d'entretien courant et systématique d'un avion. Il ne s'agit pas ici de démonter un moteur, mais plutôt d'une série de vérifications régulières et essentielles. En général, ces opérations sont avant tout des inspections visuelles. Le technicien ou le pilote ne va pas sortir la grosse boîte à outils, mais plutôt utiliser ses yeux, son expérience, pour déceler la moindre anomalie. On porte une attention toute particulière à des zones critiques, comme l'entrée d'air de la turbomachine et son échappement. Pourquoi ces zones? Parce qu'elles sont très exposées et peuvent subir des dommages, par exemple par l'ingestion d'un oiseau ou de débris sur la piste. Ce qui est intéressant, c'est que ces inspections ne se font pas au hasard. Elles suivent un cheminement bien précis, une sorte de parcours standardisé autour de l'avion. Les visites sonates sont prévues dans le manuel d'entretien. Il existe trois grands types de visites qui correspondent à trois moments clés de la journée d'un avion. D'abord, il y a la visite prévol. C'est la toute première inspection de la journée, avant que l'avion n'accueille ses premiers passagers. On s'assure que tout est en ordre pour commencer les opérations. Ensuite, on trouve les visites de transit. Celles-ci ont lieu entre deux vols pendant une escale. Elles sont généralement plus rapides, mais tout aussi cruciales pour garantir la sécurité du vol suivant. Enfin, il y a la visite après le dernier vol de la journée. Une fois que l'avion est au parking pour la nuit, on fait un dernier tour complet. L'objectif est de détecter d'éventuels problèmes survenus pendant les vols du jour, comme des fuites, des impacts ou des signes d'usure anormale. Ça permet de planifier les réparations nécessaires pendant la nuit pour que l'avion soit de nouveau prêt à voler en toute sécurité le lendemain matin. Pour résumer, ces visites sont des routines de sécurité essentielles. Elles sont principalement visuelles, méthodiques et adaptées à chaque type d'appareil. Leur fréquence, que ce soit avant, entre ou après les vols, forme une véritable ceinture de sécurité opérationnelle. Qu'est-ce qui fait la différence entre une simple vérification et une inspection de qualité professionnelle? Eh bien, la réponse se trouve souvent dans les détails, entre la procédure écrite et l'expérience humaine. Le point de départ de toute bonne inspection, c'est bien sûr le manuel d'entretien. On peut le voir comme une sorte de checklist de base. Il vous donne la liste minimale de tous les points à contrôler. C'est la garantie que rien d'essentiel n'est oublié, que les standards du fabricant sont respectés. C'est le cadre, la structure de l'inspection. Sans ça, on risque de passer à côté de vérifications critiques. Une inspection ne s'arrête pas au manuel. Des points de vérification supplémentaires sont automatiquement ajoutés. Et d'où viennent-ils? De l'expérience du technicien. Un technicien aguerri, il a une sorte de sixième sens. Il a vu des pannes, il a vu des pièces s'user de manière inattendue. Il sait que sur tel modèle, c'est souvent ce petit joint qui lâche, ou que ce câble a tendance à s'effilocher à un endroit précis, même si ce n'est pas spécifiquement mentionné dans le manuel. C'est cette connaissance du terrain, cette mémoire des défectuosités passées, qui transforme une vérification standard en une maintenance préventive réellement efficace. Alors, pour mener à bien cette mission, le technicien ne vient pas les mains vides. Il a sa boîte à outils de base, mais pour l'inspection visuelle, quelques éléments sont indispensables. D'abord, une source de lumière. Ça paraît évident, mais pour déceler une micro-fissure ou une fuite d'huile dans un recoin sombre d'un moteur, une bonne lampe est cruciale. Ensuite, un chiffon. Pas seulement pour faire joli, mais pour nettoyer une zone et vérifier si une fuite est active ou pour mieux voir l'état d'une surface. On a aussi le miroir. C'est l'outil parfait pour voir l'invisible, pour inspecter l'arrière d'un composant sans avoir à tout démonter. Et enfin, un tournevis, ou le fameux tournezeus. Ce dernier est un outil spécifique pour des fixations rapides, qu'on trouve beaucoup en aéronautique par exemple. Il permet d'ouvrir rapidement un panneau d'accès pour jeter un œil à l'intérieur. C'est vraiment le kit de base de l'inspecteur. Et puis, il y a un aspect qu'on ne doit jamais, jamais négliger, la sécurité. Si la structure à inspecter est en hauteur, on ne prend aucun risque. Le technicien doit pouvoir se concentrer à 100% sur son examen, pas sur son équilibre.
C'est pour ça qu'il utilisera l'équipement adéquat mis à sa disposition, un escabeau pour les petites hauteurs, une échelle bien sécurisée, ou même une nacelle pour atteindre des zones complexes en toute stabilité. La qualité de l'inspection dépend aussi des bonnes conditions de sécurité dans lesquelles elle est réalisée. Pour résumer, une inspection réussie, c'est l'alliance de trois choses. Premièrement, la rigueur, en suivant à la lettre le manuel d'entretien. Deuxièmement, l'intelligence du terrain, c'est-à-dire l'expérience du technicien qui lui permet de regarder au-delà de la checklist. Et troisièmement, la préparation, avec les bons outils et un respect total des règles de sécurité. C'est cette combinaison qui garantit la fiabilité et la longévité des équipements. Décortiquons un concept fondamental dans le monde de la maintenance et de l'ingénierie, l'inspection visuelle générale, souvent abrégée en IVG. La définition officielle est assez directe, c'est un examen d'ensemble des structures et équipements réalisés sans démontage. Mais derrière cette phrase simple se cache en fait une pratique essentielle. Le point le plus important à retenir, c'est vraiment cette mention sans démontage. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, ça signifie que l'IVG est une méthode de contrôle non destructive. On ne va pas interrompre une ligne de production pendant des heures ou des jours pour tout démonter. L'objectif est d'obtenir un aperçu, un bilan de santé rapide et efficace de l'équipement dans son état de fonctionnement normal ou à l'arrêt, mais sans avoir à le désassembler. Alors, concrètement, que cherche un inspecteur lors d'une IVG? Il ou elle va rechercher tous les signes visibles d'anomalie. On parle de choses comme des fissures, même minimes, des traces de corrosion ou de rouille, des fuites d'huile ou d'autres fluides, des déformations, des vibrations inhabituelles ou encore des connexions qui semblent lâches. C'est vraiment un travail de détective qui repose sur l'expérience et un œil aiguisé. En conclusion, l'inspection visuelle générale est bien plus qu'un simple coup d'œil. C'est une méthode de maintenance préventive qui est à la fois économique et incroyablement efficace pour identifier les problèmes potentiels avant qu'ils ne deviennent critiques. C'est la première ligne de défense pour garantir la sécurité, la fiabilité et la longévité de nos aéronefs et de nos équipements aéronautiques. L'inspection visuelle détaillée, ou DVI. Le nom est assez explicite, mais la réalité est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Selon la définition technique, il s'agit d'une analyse approfondie. Et quand on dit approfondie, on pèse nos mots. Ce n'est pas juste vérifier si une pièce est là ou non. C'est une traque minutieuse des moindres défauts. Une fissure naissante, une trace de corrosion, une usure anormale, des choses souvent invisibles à l'œil nu lors d'une inspection de routine. Ce qui distingue vraiment l'inspection visuelle détaillée, c'est qu'elle implique très souvent un démontage. Il faut donc déposer des panneaux, démonter des sous-ensembles pour accéder aux structures cachées, aux composants internes. C'est un peu comme un chirurgien qui doit opérer pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Cette étape nécessite un outillage spécifique, des clés dynamométriques parfaitement calibrées, des supports spéciaux. L'œil humain, même celui d'un technicien expert, a ses limites. C'est là que la technologie entre en jeu. On va utiliser des loupes à fort grossissement pour examiner une soudure ou une zone suspecte. On va également se servir d'endoscope pour aller inspecter l'intérieur d'un moteur ou d'une aile sans avoir à tout démonter. C'est une forme de contrôle non destructif essentiel qui permet de gagner un temps précieux tout en étant incroyablement précis. En résumé, l'inspection visuelle détaillée est un pilier de la navigabilité des aéronefs. C'est une procédure méthodique, exigeante, qui combine l'expertise humaine et des outils de pointe. Elle va bien au-delà d'une simple vérification et demande de démonter, d'utiliser des outils spécifiques et de s'aider d'instruments d'optique pour garantir qu'absolument aucun défaut ne soit laissé au hasard. C'est grâce à ce niveau de rigueur que l'avion que vous prenez est l'un des moyens de transport les plus sûrs au monde. L'inspection périodique des aéronefs. On a tous pris l'avion un jour ou l'autre et on se fie, à juste titre, à la sécurité de l'appareil. Mais qu'est-ce qui garantit réellement cette sécurité, vol après vol, année après année? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans cette notion d'inspection périodique. Alors, qu'est-ce que c'est concrètement? Il s'agit de l'ensemble des opérations de contrôle qui sont programmées et réalisées à des intervalles réguliers. La calendrier de ces inspections périodiques est établi avec une collaboration entre deux acteurs majeurs, le constructeur de l'avion, comme Airbus ou Boeing par exemple, et les autorités de l'aviation civile, comme l'Agence européenne de la sécurité aérienne, ou AESA, ou la Direction générale de l'aviation civile en France. Le but de tout ça est triple, et chaque point est essentiel. Premièrement, bien sûr, garantir la sécurité des vols. C'est l'objectif ultime. Deuxièmement,
Assurer le maintien de la navigabilité. La navigabilité, c'est un terme un peu technique qui signifie que l'avion est non seulement en état de voler techniquement, mais qu'il est aussi apte à le faire d'un point de vue légal et réglementaire. Un avion peut être mécaniquement parfait, mais s'il lui manque une certification, il n'est plus navigable. Enfin, le troisième objectif est de garantir la fiabilité de l'appareil. La fiabilité, c'est l'assurance que l'avion et ses systèmes fonctionneront comme prévu, sans panne inattendue. En résumé, l'inspection périodique est la colonne vertébrale de la sécurité aérienne. C'est une procédure continue, rigoureuse et collaborative qui suit l'avion tout au long de sa vie opérationnelle, parfois pendant plus de 30 ans. C'est grâce à ce processus méticuleux que des millions de personnes peuvent voyager en avion chaque jour en toute confiance. C'est un travail colossal, mais absolument indispensable. En aéronautique, il y a des vérifications périodiques, mais aussi des inspections qui sortent complètement du calendrier habituel. C'est ce qu'on appelle les inspections spéciales et elles sont déclenchées par des événements dits particuliers. Différents exemples événements peuvent survenir. Les plus courants sont les suivants: un impact, de la grêle, un foudroiement ou un accident. Prenons le cas d'un impact. Ça peut être un bird strike, une collision avec un oiseau en vol, ou même un choc avec un véhicule de service au sol. De l'extérieur, on peut voir une bosse, une éraflure, mais le vrai danger est souvent invisible. Sur les avions modernes, avec leurs structures en matériaux composites, un impact peut causer une délamination, c'est-à-dire que les couches de matériaux se séparent à l'intérieur sans que rien ne soit visible en surface. C'est une faiblesse structurelle majeure et il faut des techniques de contrôle non destructifs, comme les ultrasons, pour la détecter. Ensuite, la grêle. On pourrait penser que ce n'est pas si grave, mais imaginez des grêlons gros comme des balles de golf qui frappent un avion volant à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Les dégâts peuvent être considérables. On ne parle pas seulement de l'aspect esthétique. Des bosses sur les bords d'attaque des ailes ou sur l'empennage peuvent modifier le profil aérodynamique de l'avion. Ça peut paraître minime, mais ces petites déformations peuvent affecter la portance et augmenter la consommation de carburant, voire, dans des cas extrêmes, altérer la contrôlabilité de l'appareil. L'inspection va donc consister à mesurer la profondeur et le nombre d'impacts pour décider si les pièces doivent être réparées ou remplacées. Le foudroiement est un autre cas de figure assez impressionnant. Les avions sont conçus pour résister à la foudre, et en moyenne, un avion de ligne est foudroyé une fois par an. L'énergie de la foudre est conduite le long de la peau métallique de l'avion et ressort sans causer de dommages majeurs, la plupart du temps. Mais une inspection spéciale est systématique. Les techniciens recherchent les points d'entrée et de sortie de l'arc électrique. Ce sont souvent de minuscules trous ou des marques de brûlure sur le fuselage, les ailes ou les gouvernes. Il faut aussi vérifier que les systèmes électroniques et de navigation, bien que protégés, n'ont subi aucun dommage. Enfin, la catégorie accident est très large. Ça peut aller d'un atterrissage un peu trop brutal, ce qu'on appelle un hard landing, à un incident plus sérieux. Un atterrissage dur, par exemple, peut exercer des contraintes énormes sur le train d'atterrissage et la structure qui le supporte. L'inspection qui suit est donc extrêmement poussée pour s'assurer qu'aucune fissure ou déformation n'est apparue. Chaque événement est unique et le programme d'inspection est adapté pour traquer les dommages potentiels spécifiques à la situation. En résumé, ces inspections spéciales sont fondamentales pour la sécurité aérienne. Elles rappellent que la navigabilité d'un aéronef n'est pas seulement une question de maintenance programmée, mais aussi une réponse rigoureuse et méthodique à tous les imprévus que peut rencontrer un avion au cours de sa vie opérationnelle. C'est un travail de l'ombre, méticuleux, qui nous permet à tous de voyager en toute confiance. Voici un exemple d'accident ayant nécessité une inspection particulière. Il s'agit de l'accident du vol Turkish Airlines 981 sur un DC-10 le 3 mars 1974. Après le crash, l'enquête a révélé une défaillance catastrophique du système de fermeture des portes de soute. Une porte s'est ouverte en vol, provoquant une dépressurisation brutale et la perte de contrôle de l'appareil. Ce drame a causé la mort de 346 personnes. Suite à cet accident, des inspections spécifiques et renforcées des systèmes de fermeture des portes de soute ont été imposées sur tous les avions DC-10 et sur d'autres modèles similaires. Les compagnies aériennes ont alors dû vérifier régulièrement l'intégrité des mécanismes de verrouillage, la conformité des réparations et la traçabilité des interventions sur ces systèmes critiques. Ce cas illustre bien l'importance des inspections ciblées après un incident majeur. En effet, elles permettent de détecter et de corriger des défauts pouvant compromettre la sécurité et conduisent souvent à des évolutions des procédures d'entretien et de contrôle dans toute la flotte concernée. Cas pratique d'inspection.
Pour la vérification de la cellule, il s'agit d'examiner l'état général de la structure, c'est-à-dire le fuselage, les ailes et les empennages. Vous devez rechercher toute déformation, bosse, crique ou corrosion. Il faut également inspecter attentivement les lignes de rivet pour détecter un rivet manquant, un rivet qui bouge ou une trace de fuite. D'ailleurs, pour vous donner un exemple concret, un rivet qui bouge aura généralement des traces noires sur son pourtour. C'est un bon indicateur à surveiller. Enfin, pour effectuer cette inspection, les outils recommandés sont les suivants: une source de lumière, un miroir d'inspection et un chiffon. Pour la vérification des atterrisseurs, voici les points essentiels à contrôler. D'abord, il faut contrôler les points d'attache. Assurez-vous bien qu'il n'y a ni jeu, ni fissure, ni corrosion. Ensuite, il est nécessaire de vérifier le graissage des articulations. Pensez également à rechercher la présence de criques sur les pièces métalliques. Et pour finir le contrôle de l'atterrisseur, il est crucial de détecter d'éventuelles fuites hydrauliques. Mais il faut sur ce poste vérifier les pneumatiques. Contrôler la pression de gonflage de chaque pneu à l'aide d'un manomètre étalonné en respectant la valeur spécifiée par le constructeur. Toujours effectuer la mesure sur des pneus refroidis à température ambiante. Vérifier l'usure de la bande de roulement, la présence de coupures, de corps étrangers, de méplats, plats dus à un freinage brutal ou de déformations anormales. Et également l'état du bloc frein. Examiner l'état général du bloc frein, disque, plaquettes, étrier, pour détecter l'usure, les fissures ou les traces de surchauffe. Vérifier l'absence de fuite de liquide hydraulique autour du système de freinage. Maintenant, voyons les outils nécessaires pour cette opération. Vous aurez besoin d'un chiffon pour le nettoyage, ainsi que de l'outillage spécifique qui pourrait être requis pour un démontage, un graissage ou la vérification de la pression des pneumatiques. L'inspection de la motorisation. Pour la vérification, voici les étapes à suivre. D'abord, il faut inspecter l'entrée d'air pour détecter tout corps étranger ou dommage. Ensuite, vous devez vérifier l'absence de fuite d'huile ou de carburant. Et pour finir, il est important de contrôler le serrage des raccords et la bonne fixation des composants. Pour un turbopropulseur, il vous faudra également inspecter l'hélice. Tout d'abord l'hélice elle-même, l'état général de celle-ci, puis l'état du bord d'attaque, impact, cric, traces d'huile laissant présentir une fuite au niveau du moyeu, état du moyeu de l'hélice, desserrage, traces de fuite. Concernant les outils nécessaires, la liste est très simple. Vous aurez seulement besoin d'une lampe et d'un chiffon. L'inspection des tuyauteries, c'est une de ces tâches de maintenance préventive qui, bien faite, peut vous épargner des catastrophes. On va donc voir ensemble comment s'y prendre de manière efficace en se basant sur une procédure simple. Le cœur de l'inspection, c'est l'examen de l'intégrité des conduites. Il s'agit de jouer au détective et de rechercher trois grands types de problèmes. Premièrement, les criques. Une crique, même capillaire, est un signal d'alarme. Sous l'effet de la pression ou des vibrations, elle peut s'agrandir et mener à une rupture. Deuxièmement, la corrosion. C'est un ennemi silencieux qui attaque le matériau, souvent le métal, et le fragilise de l'intérieur ou de l'extérieur. Vous la repérerez par des traces de rouille, des dépôts verdâtres sur le cuivre ou un aspect piqué. Enfin, l'écrasement. Un tuyau qui a subi un choc ou qui est mal supporté peut être déformé, ce qui non seulement réduit le débit, mais crée aussi une zone de faiblesse structurelle. Après l'intégrité, on passe à la recherche active de fuite. Et là, il ne faut pas s'attendre à voir un geyser. Souvent, les fuites sont bien plus discrètes. Il faut chercher des signes indirects, des traces d'humidité persistante, des gouttes qui perlent le long d'un raccord, des auréoles ou des taches sur la structure ou le plancher mécanique. C'est un travail d'observation minutieuse. Les outils nécessaires sont simplement une lampe et un chiffon. Une bonne lampe torche est indispensable pour éclairer les zones sombres, les recoins et pour faire ressortir les défauts de surface par un éclairage rasant. Le chiffon, lui, a un double rôle. Il permet de nettoyer une section de tuyau pour mieux voir son état réel et il sert aussi à confirmer une fuite. Passez le chiffon sur une zone suspecte d'humidité. S'il est mouillé, le doute n'est plus permis. En conclusion, une inspection de tuyauterie efficace repose sur une méthode simple mais rigoureuse. On examine l'intégrité en cherchant les fissures, la corrosion et les écrasements. On traque les moindres signes de fuite. Avec une lampe et un chiffon, vous avez déjà de quoi réaliser un diagnostic préventif de grande valeur. C'est un petit effort qui peut éviter de gros problèmes. L'inspection, déroulement et des engrenages. Ce sont des composants qui sont au cœur de quasiment toutes les machines tournantes et leur bonne santé est synonyme de bon fonctionnement. Alors, comment s'assurer qu'ils sont en parfait état? C'est ce que nous allons voir. La première étape, c'est la vérification. Et ça commence par un contrôle purement visuel. On va chercher quatre grands types de problèmes. D'abord, l'absence de déformation. Une dent d'engrenage légèrement tordue, une bague de roulement qui n'est plus parfaitement circulaire,
Ce sont des signes qui ne trompent pas et qui indiquent souvent une surcharge mécanique ou un impact. Ensuite, on va traquer les signes de surchauffe. Vous savez, quand l'acier prend une couleur un peu bleutée ou paille, c'est un indicateur très clair que le composant a chauffé bien au-delà de sa température de fonctionnement normale. La cause la plus fréquente, c'est un problème de lubrification, soit en quantité, soit en qualité. C'est un point à ne jamais négliger. Le troisième point visuel, c'est la corrosion. La moindre petite trace de rouille ou de piqûre doit vous alerter. La corrosion, ce n'est pas juste un problème esthétique. Elle attaque la surface du métal, crée des points de faiblesse et peut mener à une rupture prématurée de la pièce. Il faut donc s'assurer que les surfaces sont propres et bien protégées. Après avoir bien regardé, on va, disons, sentir la pièce. On va contrôler le jeu excessif. Un certain jeu est normal et même nécessaire au bon fonctionnement, mais s'il devient trop important, il va entraîner des vibrations, du bruit et une usure très rapide des composants. C'est un peu comme une roue de voiture mal serrée, ça ne peut pas bien se terminer. Et enfin, l'un des outils les plus puissants de l'inspecteur, ses oreilles. Il faut écouter les bruits anormaux lors de la rotation. Faites tourner l'arbre à la main si c'est possible. Un roulement sain tourne de façon fluide avec un léger sifflement tout au plus. Si vous entendez un grondement, des claquements, des cliquetis, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Une bille ou un rouleau peut être endommagé, ou une impureté s'est glissée à l'intérieur. Bien sûr, pour faire tout ça correctement, on a besoin de quelques outils simples mais efficaces. Un chiffon propre est essentiel pour nettoyer la pièce avant de l'inspecter. On ne peut pas diagnostiquer ce qu'on ne voit pas. Une bonne lampe est aussi indispensable pour bien éclairer la zone. Pour les détails, une loupe vous aidera à observer les surfaces des dents d'engrenage ou les pistes de roulement pour y déceler des micro-fissures ou de l'écaillage. Et pour mesurer le jeu de manière précise, on utilisera une jauge d'épaisseur ou un comparateur. En résumé, une bonne inspection est un processus complet qui fait appel à plusieurs de nos sens. On regarde attentivement, on manipule pour sentir le jeu et on écoute attentivement. C'est cette combinaison qui permet de poser un diagnostic fiable sur l'état d'un roulement ou d'un engrenage et surtout d'anticiper une panne avant qu'elle ne devienne critique. Une inspection régulière des courroies est la clé pour éviter bien des ennuis. C'est une opération de maintenance préventive qui ne prend que quelques minutes mais qui peut vous épargner des pannes coûteuses. Alors par où commencer? Le premier point fondamental, c'est la tension. Une courroie doit avoir la tension parfaite, un peu comme une corde de guitare. Si elle est trop lâche, elle risque de patiner, de faire du bruit et surtout de ne pas entraîner correctement les poulies, ce qui peut causer des problèmes de charge de batterie ou de climatisation par exemple. A l'inverse, si elle est trop tendue, elle exerce une contrainte excessive sur les roulements des poulies et des composants qu'elle entraîne, menant à leur usure prématurée. L'idéal pour vérifier ça, c'est d'utiliser un tensiomètre. C'est un outil qui donne une mesure objective et précise. Une fois la tension vérifiée, on passe à l'inspection visuelle. Et là, il faut être euh, vraiment méticuleux. C'est pas pour rien qu'on parle d'inspection minutieuse. N'hésitez pas à vous munir d'une bonne lampe de poche, même en plein jour, pour ne rien manquer. On va chercher plusieurs signes d'usure. Le premier, c'est l'effilochage. Si vous voyez que les bords de la courroie commencent à s'effiler, un peu comme un vieux tissu, c'est un mauvais signe. Ça indique une usure avancée ou un problème d'alignement des poulies. Ensuite, il faut traquer les criques. Ce sont de petites fissures qui apparaissent généralement dans les rainures de la courroie. Pliez légèrement la courroie pour mieux les voir. Quelques micro-fissures peuvent être normales avec le temps, mais si elles sont nombreuses, profondes, ou si des morceaux de caoutchouc manquent, la courroie est clairement en fin de vie. Enfin, le signal d'alerte ultime, c'est l'apparition des fibres de renfort. Ces fibres sont la structure interne, l'armature de la courroie. Si la couche de caoutchouc est tellement usée que vous pouvez les voir, alors là, il n'y a plus de questions à se poser. La rupture est imminente et le remplacement est urgent. En résumé, pour une bonne inspection, il vous faut trois choses. Une lampe pour bien voir, un tensiomètre pour la précision et surtout, votre attention. Vérifiez la tension, puis inspectez visuellement toute la longueur de la courroie à la recherche d'effilochages, de criques ou de fibres apparentes. C'est un geste simple qui assure la fiabilité de votre mécanique et vous évite de vous retrouver en panne au pire moment. L'inspection des câbles de commande. Que ce soit sur un vélo, un avion, un bateau ou une machine industrielle, ces câbles sont souvent des lignes de vie mécaniques. Une inspection rigoureuse n'est donc pas une option, c'est une nécessité. Alors, par où commencer? La première étape, c'est l'inspection visuelle et tactile de l'usure. On parle ici d'usure externe et interne. L'usure externe, c'est la plus facile à repérer. On cherche des traces de frottement, de la corrosion ou un effilochage de la gaine protectrice. Mais l'usure interne, elle, est plus sournoise. À l'intérieur du câble, les brins métalliques frottent les uns contre les autres à chaque mouvement.
Avec le temps, cette friction peut les user de l'intérieur, bien avant que des signes ne soient visibles à l'extérieur. C'est un point de vigilance très important. Ensuite, il faut activement rechercher les brins cassés. Un seul brin cassé, c'est déjà un signal d'alarme. Pourquoi? Parce que la charge qui était supportée par ce brin est maintenant répartie sur les autres, ce qui accélère leur usure et augmente le risque d'une rupture en cascade. Une technique toute simple, mais efficace, consiste à passer un chiffon le long du câble. Si un brin est cassé, il va probablement s'accrocher au tissu. C'est un moyen bien plus fiable que de se fier uniquement à ses yeux. Deux autres points sont tout aussi critiques, le cheminement et la tension. Le cheminement, c'est simplement le parcours du câble. Est-ce qu'il frotte contre une arête vive? Est-ce qu'il fait des virages trop serrés? Un mauvais cheminement est une cause fréquente de défaillance prématurée. La tension, quant à elle, doit être juste parfaite. Trop lâche, la commande sera imprécise et molle. Trop tendu, vous mettez une contrainte permanente sur le câble et ses points d'ancrage, ce qui, là encore, mène à une usure accélérée. Pour faire tout ça correctement, on n'a pas besoin d'un arsenal d'outils compliqués. Un simple chiffon, comme on l'a dit, est indispensable pour nettoyer le câble et sentir les brins cassés. Pour les zones difficiles d'accès, un petit miroir d'inspection fait des merveilles. Il permet de voir l'autre côté du câble ou de regarder dans des passages étroits. Et enfin, pour la tension, l'outil de choix est le tensiomètre. Il permet de mesurer la tension avec précision et de s'assurer qu'elle correspond aux spécifications du fabricant. En résumé, l'inspection d'un câble de commande est une procédure méthodique. On vérifie l'usure globale, on traque le moindre brin cassé, on s'assure que le cheminement est correct et sans contrainte, et on ajuste la tension à la valeur préconisée. C'est un ensemble de petites vérifications qui, mises bout à bout, garantissent le bon fonctionnement et, surtout, la sécurité du système que vous utilisez. Ne négligez jamais cette maintenance. Non, l'inspection des poulies à haute est simple, mais vraiment essentielle pour s'assurer de son bon fonctionnement et éviter des pannes bien plus graves. C'est une procédure de maintenance préventive de base, mais qui est absolument cruciale. Alors, la première chose à faire, c'est de contrôler la fixation. Ça peut paraître évident, mais une poulie qui a du jeu sur son axe, c'est la recette pour un désastre. On vérifie donc qu'elle est bien solidaire de son support. On peut essayer de la bouger un peu à la main, latéralement, pour s'assurer qu'il n'y a aucun mouvement anormal. Si ça bouge, il faut resserrer ou investiguer la cause du jeu avant toute chose. Ensuite, on passe à la deuxième, une vérification visuelle très importante. L'état de surface des gorges et usure des gorges qui pourront donner de très bons indices sur la qualité de cheminement du câble sur la poulie. Une gorge striée sur tout son pourtour peut indiquer un câble trop tendu. Une gorge striée sur son pourtour, mais juste sur le fond, peut indiquer une poulie trop large pour le diamètre du câble. Une gorge avec un méplat peut indiquer un blocage du roulement de la poulie. Une gorge ayant des marquages de chaque côté de sa périphérie peut indiquer un mauvais alignement de la poulie. Une gorge ayant un marquage uniquement sur un côté de celle-ci peut indiquer un mauvais alignement du câble. Une gorge sans aucun marquage est quant à lui un bon indicateur d'une poulie en bon état. Le troisième et dernier point de contrôle, c'est la qualité de la rotation elle-même. Et là, on va utiliser nos mains. On fait tourner la poulie et on doit sentir une rotation qui est complètement libre, fluide et surtout sans point dur. Un point dur, c'est un endroit dans la rotation où l'on sent une résistance, un petit clic ou un frottement. C'est souvent le signe d'un roulement interne qui commence à fatiguer ou qui est endommagé. La rotation doit être douce et silencieuse du début à la fin. Ce qui est intéressant ici, c'est la simplicité des outils nécessaires. On n'a pas besoin d'équipements sophistiqués. Tout se base sur l'inspection visuelle et la sensation manuelle. C'est une approche très directe qui repose sur l'expérience et l'attention du technicien. Vos yeux pour le faux rond, vos mains pour la fixation et la fluidité de la rotation. C'est un excellent rappel que parfois les contrôles les plus efficaces sont aussi les plus simples. Pour résumer, l'inspection d'une poulie se fait en 3 étapes clés. 1. On s'assure qu'elle est bien fixée. 2. On vérifie visuellement qu'elle n'est pas déformée, qu'elle tourne bien rond. Et 3. On la fait tourner à la main pour s'assurer que le mouvement est libre et sans la moindre accroche. En intégrant ces gestes simples dans une routine de maintenance, on peut prolonger la durée de vie de l'équipement et éviter des pannes coûteuses. Pour résumer, quand on monte dans un avion, on a cette confiance presque aveugle que tout va bien se passer. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui justifie cette confiance? Eh bien, une grande partie de la réponse se trouve dans une simple phrase, une sorte de mantra pour tous les professionnels de l'aéronautique. C'est une règle d'or qui assure que l'appareil dans lequel vous vous trouvez est dans un état irréprochable. Le principe de base est que chaque vérification, absolument chaque contrôle effectué sur un aéronef doit être scrupuleusement noté. On parle ici de la documentation de maintenance.
Il faut voir ça comme le carnet de santé ultra détaillé de l'avion. Chaque intervention, du simple remplacement d'une ampoule au changement d'un moteur, est consignée. Qui l'a fait, quand, comment, avec quel outil, tout est tracé. Cette traçabilité est fondamentale, car elle permet de connaître l'historique précis de chaque composant de l'avion. Mais ce n'est que la première moitié de l'équation. La seconde est encore plus cruciale. Toute anomalie, même la plus infime, doit être signalée immédiatement pour qu'une action corrective soit prise. Dans le monde de l'aviation, il n'y a pas de place pour le on verra plus tard. Une petite fissure, un bruit suspect, une donnée légèrement en dehors des clous, tout est considéré comme une alerte potentielle. La culture de la sécurité encourage d'ailleurs ce signalement sans chercher de coupable. L'important, c'est d'identifier le problème et de le résoudre avant qu'il ne puisse en causer un plus grand. C'est cette exigence de tous les instants qu'on appelle la rigueur. Ce n'est pas juste une procédure administrative, c'est un état d'esprit, c'est une discipline de fer qui est partagée par toute la chaîne de maintenance, des techniciens au sol jusqu'aux ingénieurs. Chaque personne sait que la vie de centaines de passagers peut dépendre de son attention aux détails. Cette chaîne de responsabilité est ce qui rend le transport aérien si sûr. Au final, l'objectif de toute cette organisation est de garantir deux choses essentielles: la sécurité et la navigabilité. La sécurité, bien sûr, c'est la protection des vies humaines. La navigabilité, ou airworthiness en anglais, est un concept un peu plus technique. Il s'agit de la certification officielle qu'un aéronef est apte au vol en toute sécurité, conformément à sa conception et aux réglementations en vigueur. Sans cette navigabilité, un avion ne peut tout simplement pas décoller. En résumé, la prochaine fois que vous serez confortablement installé dans votre siège, prêt pour le décollage, souvenez-vous de cette boucle vertueuse. Chaque vérification est notée, chaque anomalie est corrigée. C'est cette rigueur implacable, appliquée jour après jour par des milliers de professionnels, qui garantit que votre voyage se déroulera dans les meilleures conditions de sécurité possibles. C'est un système basé sur la responsabilité, la traçabilité et l'action immédiate. Et honnêtement, c'est plutôt rassurant, non?